Assalamu alaikum. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aborde le cours sur les opérateurs linéaires dans les espaces vectoriels normaux. Alors, c'est un cours résumé puisque ce cours, je l'ai enseigné pour les étudiants de licence, où ce chapitre, enfin, la théorie des opérateurs linéaires bornés n'était pas une partie essentielle. Donc, c'était vraiment quelque chose à la limite du programme. Mais je voulais le faire tellement c'est l'application d'analyse fonctionnelle et on va débuter par quelque chose que nous connaissons depuis le chapitre 1, puisque c'est la définition d'un opérateur linéaire qui n'est autre qu'une application. Donc un opérateur linéaire entre deux espaces vectoriels normés sur le même corps K, R ou C, c'est une application linéaire tout simplement. Alors, cette application linéaire est dite continue. L'opérateur est dit continu si l'application linéaire est continue. On dit aussi que c'est un opérateur borné. Entre deux espaces vectoriels normés, continu, on dit aussi c'est borné. Et la norme de l'opérateur est définie ainsi. Nous avons déjà utilisé ces notions plusieurs fois. La norme, vous avez trois définitions de la norme qui sont équivalentes. On peut utiliser l'une ou l'autre suivant la situation qui nous se présente. Alors, l'espace des applications linéaires continues de E vers F est un espace vectoriel. Muni de cette norme, il est un espace vectoriel normé. Et il est de Banach si F est un Banach. Lorsque E est égal à F, on note tout simplement L de F est noté L de E. Alors maintenant, je vais donner la définition de l'adjoint. Alors ici, nous avons des espaces vectoriels normés bien particuliers. Ce sont des espaces de Hilbert, H1 et H2, chacun muni de son produit scalaire 1, produit scalaire 2, deux espaces de Hilbert sur le même corps, R ou C. Alors, pour un opérateur T de H1 vers H2, linéaire continu, alors on peut définir l'opérateur adjoint qui est unique, hein, on n'a pas deux, il y a un adjoint défini par cette relation. Voilà cette relation. Txy, produit scalaire numéro 2, c'est-à-dire dans l'espace H2, est égal x t étoile y dans produit scalaire dans l'espace H1. Et évidemment, t étoile, c'est un opérateur de H2 vers H1. Donc si t va de H1 vers H2, l'opérateur t étoile fait le chemin inverse. Lorsque H1 égale H2, évidemment, ceci n'apporte pas trop de complications puisque c'est le même produit scalaire et ce sont tous les deux des opérateurs de H dans H. Alors ça, c'est une définition et en même temps une proposition puisque on dit que cet opérateur existe et il est unique. Et en plus, sa norme, la norme de l'adjoint, c'est la même norme que celle de T. Voyons maintenant comment on peut démontrer ceci. Alors, pour un Y fixé, je vais définir son adjoint, T étoile de Y. Je vais définir pour chaque Y, c'est-à-dire un élément de l'espace d'image, de l'espace H2, je vais définir son image par T étoile. Alors, pour Y fixé, je considère cette application SY de H1 vers K. Alors, je dis que cette application est une, je vous rappelle, c'est R ou C. Cette application S de Y est une application linéaire. Alors, sa linéaire, elle va de H1 vers le corps K. Elle est linéaire à cause de la linéarité de T et à cause de la linéarité du produit scalaire côté gauche. Et je rappelle que ici, Y est dans H2 et T de X dans H2. Donc ça, c'est un produit scalaire dans H2, c'est pourquoi il porte l'indice 2. Alors, SY est linéaire. Elle est continue grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Le module de SY de X, c'est le module de ça. Donc, il est inférieur à module de T de X que multiplie module de Y.
Or, t, au départ, est un opérateur continu, donc t de x en norme dans H2, elle est inférieure à norme de t fois norme de x. Et donc, je récupère tout ça dans ce membre, ce module de SY de x, qui est une application linéaire SY, est inférieur à ça. Donc, j'en déduis que SY, comme application de H1 vers K, est une application linéaire continue et sa norme est inférieure à la constante que j'ai ici. J'ai norme de x qui multiplie une constante qui est norme de t fois norme de y. Donc, j'ai cette majoration de la norme. Donc, SY, elle est continue. Mais SY est une forme linéaire, alors, puisqu'elle est linéaire et qu'elle est continue, c'est une forme linéaire continue. Or, d'après le théorème de Riesz, toute application linéaire est définie d'une manière unique par, alors c'est une forme linéaire de H1 donc vers le corps K, elle est définie par d'après le théorème de Riesz par quelque chose de la forme x que multiplie un nombre A fixe dans, alors ici évidemment dans l'espace H1. Alors ce nombre, il dépend de y. Pourquoi? Parce que l'application dépend du y. Alors je l'appelle t étoile de y. Ainsi, pour chaque y, j'ai trouvé un t étoile de y qui vérifie ceci. Par définition, voici l'image de SY de x. Et en appliquant le théorème de Riesz, donc, est égal x que produit scalaire avec un élément de H1. Pour chaque y, j'ai un élément. Et donc, j'ai défini l'application t étoile de y comme étant t étoile de y, l'image par t étoile de y, c'est cet élément qui réalise le théorème de Riesz pour cette application SY. Alors donc, par définition, nous avons ceci. Ça, la définition. Donc. Et maintenant, voyons, la linéarité de t étoile provient des propriétés du produit scalaire. Si vous mettez donc x plus y ici, si vous mettez t étoile, si vous mettez y1 plus y2, vous avez une sorte d'antilinéarité qui vous permettra d'avoir ici t étoile de y1 plus t étoile de y2, etc. La linéarité de t étoile provient juste des propriétés du produit scalaire. Je n'ai pas voulu l'écrire parce que c'est vraiment très facile. Et puis, la continuité. Alors, la continuité, rappelez-vous ce que j'ai trouvé tout à l'heure. Ça. Hein, cette relation. Alors, nous avons t étoile de y est égal à norme de SY. Norme de SY. Pourquoi? Alors, le théorème de Riesz, nous l'avons appliqué. SY de x est égal à x produit scalaire avec cet élément défini par le théorème de Riesz. Mais le théorème de Riesz nous dit aussi que la norme de SY, c'est la norme de cet élément. Donc, nous avons bien, norme de SY égale t étoile de y. Et d'après l'inégalité que nous avons trouvée tout à l'heure, donc, nous avons t étoile de y inférieur à norme de t, norme de y. Ce qui montre du coup que t étoile est continue et en même temps la norme de t étoile est inférieure à norme de t. Voilà donc une inégalité. Alors pour montrer l'inégalité réciproque, je calcule t de x en norme au carré, c'est tx, hein, le produit scalaire. Et puis d'après ce que nous venons de faire, la définition de la jointe, donc je passe ce t de ce côté-là, et donc j'ai x t étoile, t de x, d'après la propriété d'adjonction, de définition de l'adjoint. Alors ici, utilisons l'inégalité de Cauchy-Schwarz, ceci. Alors ne vous inquiétez pas, c'est un nombre réel, parce qu'on est parti d'un nombre réel, donc c'est bien un nombre réel, donc il est inférieur à, d'après Cauchy-Schwarz, à norme de x, norme de t étoile, t de x. Et ceci, hein, d'après la continuité de t étoile t, l'opérateur t étoile t, c'est t étoile rond t. Il est continu parce que nous avons vu que les deux sont continus. Alors donc il est inférieur à sa norme que multiplie une norme de x. Mais avec cette norme de x, nous avons norme de x au carré. Bien, alors on en déduit que ceci est inférieur à ça. Et norme de t étoile t est inférieur à norme de t étoile norme de t. Alors ça, c'est une propriété que les gens oublient lorsque vous avez
deux opérateurs L et R, la norme de LR est inférieure à norme de L, norme de R. Toujours. Les opérateurs entre espace vectoriel. Donc cette norme, elle est inférieure à la norme de T étoile, norme de T. Propriété générale. Bien. Alors, si vous voulez passer aux racines carrées, vous allez trouver donc que norme de T de X est inférieure, norme de T de X est inférieure à norme de X que multiplier la racine de norme de T étoile, norme de T. Donc, norme de T est inférieure à la racine de norme de T étoile, norme de T, ou si vous voulez, sans passer par la racine, nous en déduisons ceci. Donc, simplifions, si vous voulez, on peut dire simplifions. Donc, T étoile, norme de T est inférieure à norme de T étoile. Alors, ce n'est pas une simplification, parce qu'il y a deux possibilités. Ou bien la norme de T est non nulle, dans ce cas, vous simplifiez par norme de T, et vous avez ça. Ou bien la norme de T égale 0, et dans ce cas, T, vous avez 0, vous avez bien ceci. Parce que si T est nul, son adjoint, c'est 0 aussi. Donc, vous avez une norme de T est égale à norme de T. Pardon, si T est nul, nous avons toujours cette inégalité, sans parler d'adjoint. Je répète, si norme de T est non nulle, vous simplifiez, vous avez ça. Si norme de T est nulle, 0 est inférieur à n'importe quoi positif. Donc, en conclusion, nous avons cette inégalité, et avec celle-là, nous avons l'égalité des normes. Ça, c'est pour l'adjoint. Voici les propriétés de l'adjoint. Alors, il faut se placer, évidemment, nous avons besoin de beaucoup d'espace. Alors, je fais les choses dans le cas général. Vous pouvez, certains se contentent simplement de parler l'adjoint de H vers H, mais là, moi, je le fais dans le cas général. Donc, si vous avez, par exemple, ici, S et T de deux opérateurs de H1 vers H, qui sont des Hilbert, et S et T sont des opérateurs continus. Donc, vous avez T étoile étoile égale à T. Donc, quand vous faites l'adjonction deux fois, vous tombez sur le même opérateur. L'adjoint de la somme, c'est la somme des adjoints. Alors, mais là faites attention. Alpha T, alpha est un nombre réel dans le corps, que ce soit R ou C. Et alpha T étoile, c'est alpha bar T étoile. Si alpha est complexe, n'oubliez pas le conjugué. S'il est réel, c'est alpha T étoile. La norme de T étoile T est égale norme de T étoile égale norme de T au carré. Et aussi cette propriété, norme de T, T étoile T égale 0, si et seulement si T égale 0. Alors maintenant, dans le dernier cas, lorsque nous avons un autre opérateur L de H2 vers H3. Alors regardez comment le produit, on a déjà utilisé cette propriété plusieurs fois. LS étoile, on inverse les positions, mais S étoile, L étoile. Regardez comment sont inversées la position ici. S étoile, L étoile. Voilà pour ces propriétés-là. Alors maintenant, quelques définitions pour quelques opérateurs bien particuliers. Alors, on a deux espaces de Hilbert. On parle d'espace de Hilbert, parce que pour parler d'étoile, toujours un espace de Hilbert. L'existence même de l'adjoint, vous avez vu, alors je vais revenir en arrière un petit peu, pour justifier l'existence de l'adjoint, j'ai utilisé le théorème de Riesz. Le théorème de Riesz pour les formes linéaires H1 vers H, et voilà, existe si H1 est un Hilbert, pour pouvoir parler de théorème de Riesz. Donc, pourquoi, dans les hypothèses, ce sont E et F, deux espaces de Hilbert. Alors, T est dit auto-adjoint s'il est égal à son adjoint. Définition claire et nette. Alors, cette théorie des opérateurs auto-adjoints, pour elle, tout un grand chapitre là-dessus. Peut-être qu'on reviendra là-dessus au moment où on va étudier les opérateurs compacts et après les opérateurs adjoints plus en détail. Tout un chapitre sur les opérateurs auto-adjoints. Un opérateur est dit unitaire
si les bijectifs étaient étoile est égal t moins 1. Son inverse, c'est t étoile. L est dit normal si la composition t étoile égale t étoile t. T est normal si on a cette égalité. C'est-à-dire t et t étoile commutent. T est dit positif, et on note comme ça. Si t est auto-adjoint et txx positif, quel que soit x appartenant à. Voici que les notions sur certains opérateurs bien particuliers. Et il y a une notion très importante, la notion d'opérateur compact. Alors on donne une définition, parce que la définition n'est pas aussi simple que celle que les précédentes. Donc alors là, c'est valable dans les espaces de Banach, deux espaces de Banach. Donc un opérateur linéaire continu est dit compact si l'image de la boule unité fermée est relativement compacte et évidemment en norme dans F. Pourquoi je dis en norme? Parce que il y a d'autres topologies que l'on peut considérer sur les espaces vectoriels normés, la topologie faible, etc., la topologie étoile faible, etc. Donc c'est sur la topologie de la langue, celle que nous connaissons. Alors ce qui équivaut à, pour toute xn bornée dans E, la suite txn contient une sous-suite convergente dans l'espace image F. L'espace des espaces vectoriels, des opérateurs compacts de E vers F est noté ainsi, K E virgule F entre parenthèses, et lorsque E égale F, on le note tout simplement K de E. Voici la notion d'opérateur compact. Alors, après avoir vu cette définition des opérateurs compacts entre deux espaces de Banach, regardons maintenant deux propriétés très intéressantes. Alors, cette propriété, la première que nous avons démontrée dans les exercices que nous avons vus. Alors, cette propriété qui nous dit la chose suivante. Si vous avez T un opérateur linéaire continu de E vers E, alors lorsqu'on a T de x en produit scalaire est nul, quel que soit x appartenant à E, alors ceci équivalent à t égale 0. Mais sous la condition E est un espace pré-hilbertien complexe. Alors je me rappelle que j'ai fait un exercice, et je vais vous donner la description, je vais vous donner le lien dans la description. Nous avons vu que cette propriété est valable si E est un espace pré-hilbertien complexe. Et que si E est un espace pré-hilbertien réel, c'est-à-dire sur le corps K, ceci n'est pas toujours vrai. Nous avons donné un exemple. Alors je vous invite à regarder cette vidéo pour voir la solution détaillée de cette propriété-là. Alors maintenant, la propriété suivante, la proposition suivante, c'est lorsque T appartient à L de H, où H est un espace de Hilbert complexe, alors T est auto-adjoint si et seulement si produit scalaire de Tx avec X est un réel, quel que soit X appartenant à H, bien que H est un espace complexe. Alors, et d'ailleurs, il faut qu'il le soit. S'il n'est pas complexe, ce n'est pas sûr, parce que vous allez voir dans la démonstration, on utilise ça. Et ça est valable sûrement lorsque E est complexe. Donc ici, il faut que H soit Hilbert, en plus sur C. Regardons la démonstration de cette propriété. Je répète, T est auto-adjoint si et seulement si Tx, produit scalaire avec X, est réel, quel que soit X. Alors la démonstration. Alors, il y a deux implications. Je suppose d'abord que Tx en produit scalaire est un réel. Alors maintenant, Tx est un réel, donc égal à son conjugué. Mais la propriété de produit scalaire, c'est que lorsque vous inversez les positions, vous passez
d'un nombre à son conjugué. Donc, ceci est égal à xtx. Or, tx avec produit scalaire avec x est égal à xt adjoint de x, d'après la définition de l'adjoint. Donc, je récupère que ceci est égal à ça. Donc, j'écris ça. Xt étoile x est égal à ce nombre. Et alors maintenant, d'après les propriétés du produit scalaire, du moment que j'ai le même nombre dans le côté gauche du produit scalaire, ici et là, donc d'après la linéarité, j'ai ceci. L'antilinéarité, si on va être plus à droite, l'antilinéaire. Donc on a ceci égale 0. Et maintenant, on revient à la propriété précédente. Regardez ça. Lorsqu'on a txx égale 0, d'ailleurs, txx ou bien xtx, parce que entre eux, il n'y a que la conjugaison. Donc, on a x, un opérateur, si vous voulez, on l'appelle a, x égale 0, quel que soit x. Donc, d'après la proposition numéro 2, et du fait que nous avons un espace E de Hilbert complexe, donc, d'après la propriété, la proposition 2, ceci entraîne t moins t étoile égale 0, donc t égale t étoile. Alors, vous pouvez vous dire où est-ce que Hilbert a servi? Eh bien, Hilbert, il sert pour définir l'adjoint. Je n'ai pas de mémoire une définition de l'adjoint sans que l'espace soit de Hilbert. Parce que, comme on l'a vu tout à l'heure, pour démontrer l'existence de l'adjoint, nous avons eu besoin du théorème de Ries, qui n'est valable que si l'espace sur lequel on considère l'espace H est Hilbert. Très bien. Alors maintenant, l'implication réciproque. On suppose que T est auto-adjoint, c'est-à-dire T égale à T étoile. Nous allons montrer que Txx en produit scalaire est un réel. Donc, si t est égal à étoile, nous avons ceci est égal à ça. Et ça, c'est le conjugué lorsque je change des positions. Donc, du coup, ce nombre est égal à son conjugué, donc il est réel. Voilà, fini la démonstration. Alors maintenant, une propriété. Si on a une suite d'opérateurs adjoints, linéaires continus, qui sont, quel que soit un tn est auto-adjoint, et si Tn tend vers T, est-ce que T est auto-adjoint? La réponse est oui. Alors T est auto-adjoint. Démonstration très simple, parce que qu'est-ce que ça veut dire Tn tend vers T? Ça veut dire Tn moins T tend vers 0. Ceci tend vers 0. Maintenant, regardons Tn moins T étoile. J'ai dit dans la définition d'adjoint qu'un opérateur est égal à son conjugué. D'accord? Donc, cet opérateur est égal à son conjugué. Son conjugué, c'est ça, parce que le conjugué de la somme, est égal à son adjoint, pas le conjugué, l'adjoint. Donc, cet opérateur est égal, sa norme est égale à la norme de son adjoint. Mais son adjoint, c'est quoi? L'adjoint d'une somme, nous l'avons vu, cette propriété, c'est la somme des adjoints, c'est une différence également. Alors, l'adjoint de Tn, c'est Tn étoile, et l'adjoint de T, c'est T étoile étoile. Et d'après la proposition que nous avons vue, c'est T étoile étoile. Donc, ceci est égal à ça. Mais Tn est auto-adjoint, donc ceci est égal à Tn, et donc, finalement, nous arrivons à ça égale ça. Alors, si ceci tend vers 0, également, ceci tend vers 0, parce qu'ils sont égaux. Ça veut dire que Tn tend vers T étoile aussi. Et d'après l'unicité de la limite, alors au départ nous avons Tn tend vers T dans l'hypothèse. Donc nous avons vu que Tn tend aussi vers T étoile et d'après l'unicité de la limite, donc T égale à T étoile. Donc qu'est-ce qu'on tire de cette proposition? Si Tn est une suite d'opérateurs où chacun est auto-adjoint et qui converge, alors sa limite est un opérateur auto-adjoint. Maintenant, je définis un opérateur, certains l'appellent conjugué, moi je l'ai appelé dual, opérateur dual. Donc, en quoi consiste ceci? Vous prenez d'abord deux espaces vectoriels normés, pas besoin de VANAC, deux espaces vectoriels normés, et vous avez
un opérateur linéaire continu entre E et F. Alors, on définit un opérateur dual, c'est peut-être ce nom parce qu'il part du dual des duals de F vers le dual de. Donc, il fait un chemin inverse entre les duals. Alors, on ne dit pas les duos, c'est les duals. Il fait le chemin inverse. Alors, on l'appelle l'opérateur dual. Alors, comment il est défini? Tout simplement par ça. L'image d'une forme linéaire sur F est égale à cette forme linéaire rond T. Parce que ça, c'est défini une forme linéaire sur E. Sur E. Parce que T va de E vers F et G de F vers le corps K. Donc, ça fait bien une forme linéaire. Alors, cet opérateur dual est un opérateur linéaire continu et sa norme est égale à la norme de T. Donc, il appartient à L de dual de F vers dual de E. Regardons la démonstration. C'est un opérateur. Bon, la continuité, elle est évidente, mais nous allons quand même détailler ça. Donc, pardon. Alors, voilà. Alors, par la définition, T étoile de G, c'est G rond T. Donc, la linéarité, elle est manifeste. Il n'y a rien à démontrer. Donc, si vous mettez G plus G1 plus G2, évidemment, c'est G1 rond T plus G1 plus G2 rond T. Bon. Si vous mettez un lambda G, le lambda sort. Donc, T étoile de G, c'est lambda. T étoile de lambda G, c'est lambda T étoile de G. La linéarité, elle est claire. D'autre part, la norme d'un opérateur rond, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure, la norme de G rond T, deux opérateurs, est toujours inférieure à la norme de G rond, toujours. Et donc, ceci montre la continuité. T étoile est linéaire et vous avez ceci, continu, et la norme de T étoile est inférieure à cette constante qui est à côté de G, petit g. Donc, la norme de T étoile est inférieure à la norme de T. Moi, je veux l'égalité. Alors, pour démontrer l'égalité, j'ai besoin d'un corollaire du théorème de Ham-Banach. Un théorème du corollaire de Ham-Banach. J'ai fait ceci dans le cours où j'ai abordé le théorème de Ham-Banach pour montrer cette inégalité, mais je vais le rappeler. Alors, voilà le corollaire du théorème de Ham-Banach dont j'ai besoin. Si je considère un ensemble, un espace vectoriel normé sur le corps K, et x0 appartenant à E, x0 non nul, alors il existe une forme linéaire sur E qui vérifie G de x0 égale norme de x0, et norme de G égale 1. Voilà ce résultat. Alors je vais l'appliquer ici à un espace que je vais appeler F, un espace vectoriel normé. Les notations, c'est juste des notations. Vous pouvez l'appeler I grand X, grand Y, comme vous voulez. Donc, un espace vectoriel normé F. Et je vais montrer l'existence. Et pour X0, bien particulier. Alors, nous allons y venir tout de suite. Bon, voilà. Alors voilà, je commence ici. Là, ça c'est le cours que j'ai fait. Donc je reviens sur le cours, sur la définition entre E et F, deux espaces vectoriels normés. T, un opérateur linéaire continu. Je définis l'opérateur dual par cette relation, ce qui veut dire que l'opérateur dual, c'est T étoile, T prime, c'est G rond T. Voilà la définition. L'opérateur T' est un opérateur linéaire continu et j'ai démontré norme de T étoile inférieure à norme de T. Il reste à montrer ceci. Voilà, maintenant commence la démonstration. Je prends un élément X dans la boule unité de E. Il y a deux possibilités. Ou bien Tx égale 0, ou bien Tx est différent de 0. Alors, si Tx égale 0, j'ai norme de Tx inférieure à norme de T. Très bien. Si T de x est différent de 0, alors maintenant, je vais appliquer le corollaire que je vous ai montré tout à l'heure à cet espace F.
Alors, et à x0, je le prends cet élément. Cet élément non nul. Il existe une forme linéaire sur f qui vaut exactement en cet élément sa norme. Et norme de g égale à 1. D'après le corollaire 5.4 qui est lui-même un corollaire du théorème de Banach. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y a une vidéo sur ce cours-là. Je vais vous donner également le lien sur la description. Alors maintenant, la norme de t étoile, par définition, on l'a donné au début de la séance, c'est la norme, c'est la sup des normes de t' de h lorsque h parcourt la sphère de f', espace duel de f. G est de norme 1, donc c'est un élément de la sphère. Par conséquent, ce sup est supérieur à t' de G. Or, t' de G, comme on l'a défini, c'est G rond T. Et G rond T en norme est supérieur à G rond T de X. Pourquoi? Parce que cette norme, c'est le sup de ces valeurs lorsque X parcourt la sphère de E. Or, X est un élément de la sphère. Donc, ceci est supérieur à ça. Et G de T de X égale norme de T de X. Vous lui mettez la valeur absolue, c'est positif, ça reste ça. Ce G que nous avons trouvé par théorème de Banach vérifie cette propriété. D'où l'égalité ici. Alors, qu'est-ce que je viens de démontrer? Je viens de démontrer que norme de T étoile est supérieure à norme de T de X. Dans tous les cas, si X est dans la sphère, que ce soit Tx nul ou bien non nul. Donc, norme de T qui est le sup de norme de T de X lorsque X parcourt la sphère est inférieur à norme de T'. Norme de T'. Je répète, j'ai démontré que T de X en norme est inférieur à norme de T étoile dans le cas, dans ce premier cas et dans celui deuxième cas. Il n'y a pas d'autre troisième cas. Et donc, norme de T' est supérieure à ce sup. Et j'ai donc norme de T. Ça, c'est la définition de la norme de T. Ainsi, je viens de démontrer l'inégalité réciproque de ceci. Norme de T' inférieure à norme de T. Voilà. Alors, j'ai dit que la preuve sera obtenue comme conséquence du théorème de Banach et c'est ça la preuve. Alors maintenant, je vais donner des notions élémentaires sur la notion de spectre. Donc, je prends un espace vectoriel normé sur R ou C. Je prends un T appartenant à L de E. On appelle ensemble résolvante de T l'ensemble ρ de T qui est l'ensemble des lambda tels que T moins lambda I est inversible. Ρ de T est égal les lambda tels que T moins lambda I est inversible. Et chaque lambda dans ρ de T est appelé valeur résolvante de T. Alors, donc, dans le cas où lambda n'est pas inversible, nous allons définir ce qu'on appelle le spectre, c'est-à-dire le complémentaire de ρ de T, c'est le spectre que l'on note sigma de T. Bon, tout d'abord, définissons cette application qui s'appelle la résolvante. Lorsque vous avez un lambda dans cet ensemble, donc c'est-à-dire T moins lambda est inversible, alors on peut parler d'inverse, et on définit la résolvante R lambda de T au point lambda, donc ça c'est une application par cette notation. C'est l'inverse de lambda I moins T. Elle dépend de lambda, c'est pourquoi on l'appelle R lambda. Et elle dépend de T, évidemment, pourquoi on met R lambda de T. Lorsqu'il n'y a pas d'ambiguïté, on travaille avec un opérateur, on peut l'appeler R lambda tout court. Le spectre, comme je viens de dire, c'est le complémentaire dans le corps K, qui est en l'occurrence R ou C, c'est le complémentaire de ρ de T. Donc, c'est les éléments lambda pour lesquels T moins lambda I n'est pas inversible, n'est pas injectif ou bien n'est pas surjectif. Un élément du spectre sigma de T est appelé valeur spectrale de T. Alors, parmi les valeurs spectrales intéressantes, il y a ce qu'on appelle des valeurs propres, c'est-à-dire les lambda tels que Ti moins lambda I n'est pas injectif. Donc, l'ensemble des valeurs propres de T est noté sigma P de T,
T moins lambda I n'est pas injectif, donc il n'est pas inversible, et évidemment c'est une valeur spectrale. Cet ensemble des valeurs propres, on le note Vp de T en algèbre aussi, mais ici on analyse fonctionnelle, il est noté comme ça, sigma P de T, et donc c'est cet ensemble lambda appartenant à K tel que ker de lambda I moins T est différent de 0. Voilà ce que ça veut dire injectif. Alors, l'ensemble des valeurs propres est appelé spectre ponctuel, c'est pourquoi il y a ce sigma indice P, spectre ponctuel, il est noté donc sigma P de T, je l'ai déjà dit, et on a toujours évidemment une valeur propre, c'est une valeur spectrale, donc c'est inclus dans le segment de T, parce que T moins lambda I n'est pas inversible, puisqu'il n'est pas injectif, alors toute valeur propre est une valeur spectrale. Si E est des dimensions finies, lambda moins I moins T est inversible, si et seulement si il est injectif, et par conséquent, donc injectif ou inversible, c'est la même chose en dimension finie, hein, et par conséquent, donc sigma P de T est égal à sigma de T. Le spectre ponctuel est égal au spectre tout court. Mais attention, ceci n'est pas vrai en dimension infinie. Le spectre ponctuel ne coïncide pas avec le spectre sigma de T en général, et on vous donne un exemple ici. Regardez cet exemple. Cet opérateur défini ainsi, on l'a déjà étudié, on l'a donné dans les examens, cet opérateur de Volterra. Donc T de F est défini, donc ça d'abord E c'est quoi? C'est l'espace des fonctions continues de 0, 1 vers R, et T de E vers E qui a une fonction continue de 0 à 1 vers R, associe l'autre application continue, les mêmes dérivables, la primitive de F qui s'annule au point 0. Donc c'est bien un élément de E. Alors cette application est injective. En effet, lorsque si vous mettez Tf de x est nul, ça veut dire égal 0, quel que soit x, vous dérivez, vous trouvez que la dérivée, vous trouvez f de t est nul, du moins sur l'intervalle ouvert 0, 1. Et grâce à la continuité de f, vous avez que f est nul aussi sur les extrémités, et donc f est nul. Alors ça, c'est injectif. Et pourtant, il n'est pas surjectif, puisque, comme je viens de dire, chaque image est un élément dérivable. Or, E, c'est l'ensemble des applications continues. Donc, si vous prenez une application continue, ici, qui n'est pas dérivable, évidemment, elle n'aura pas d'antécédent. Et par conséquent, cet opérateur n'est pas inversible. Il est injectif, mais il n'est pas surjectif. Donc, puisqu'il n'est pas surjectif, hein, vous avez T, c'est T moins 0 fois I, donc 0. Alors, il appartient au spectre, parce que T n'est pas inversible, mais et il n'appartient pas aux valeurs propres, puisque T n'est pas injectif. Donc, T moins 0i n'est pas injectif, 0 n'est pas une valeur propre. Alors donc, voilà l'exemple, un exemple d'espace. Et du coup, vous pouvez en déduire tout simplement, on peut le démontrer par plusieurs façons, que cet espace est donc de dimension infinie. Voilà ce que nous avons trouvé comme exemple, pour vous montrer que le spectre ponctuel n'est pas égal au spectre. Alors, quelques définitions ici, ou quelques propriétés. Soit un espace vectoriel normé sur K égale R ou C, T appartenant à L de E. Alors, si lambda est supérieur à la norme de T, alors lambda est dans la résolvante. Donc, en particulier, on déduit que le spectre, qui est le complémentaire de la résolvante, est inclus dans la boule unité. Pardon, dans la boule de centre 0 et de rayon norme de T, fermée. Rho de T est un ouvert non vide du corps, et donc vous en déduisez que le spectre est un fermé, et même le spectre est un compact du corps K. Nous définissons le rayon spectral pour un opérateur T appartenant à L de E comme étant le sup des module de lambda lorsque lambda parcourt le spectre sigma de T. Si T
si sigma de t est vide, par convention, on pose R de t égale 0. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Donc ce chapitre où nous avons vu les notions d'adjoint, la notion, quelques définitions d'opérateurs particuliers, et puis les premières notions du spectre. Merci de votre attention.